Les auteurs antiques grecs et romains prêtent quantité d'autres aventures à Persée. À les en croire, il aurait visité l'Italie ainsi qu'une douzaine d'îles, mais je les soupçonne d'avoir voulu surfer sur sa notoriété pour doper le tourisme. Vous voyez le genre. Persée a dormi ici, prenez un selfie à l'endroit où Persée a tué le phacochère de Malte, etc. On raconte même qu'il aurait volé jusqu'à la côte nord de l'Afrique, où il aurait trouvé le titan Atlas qui portait le ciel sur ses épaules, et l'aurait changé en pierre, donnant naissance au massif qui porte son nom. Personnellement, je n'en crois rien, parce que 1. La tête de Méduse n'avait pas le pouvoir de pétrifier les immortels. 2. Atlas apparaît bien vivant dans un tas d'histoires postérieures. 3. Pour l'avoir rencontré, je peux vous affirmer qu'il n'a rien d'une statue, même s'il a la tête dure. Quoi qu'il en soit, Persée et Andromède finirent par atteindre Séryphos. À leur arrivée, ils eurent un choc plus violent que la charge d'une meute de gorgones. La capitale était décorée de fleurs et d'étendards, comme si quelqu'un d'important allait se marier. Et Persée eut l'intuition qu'il ne s'agissait pas d'Hippodamie, la fille du vieil ami du roi. Andromède et lui survolèrent le mur d'enceinte du palais et entrèrent par une fenêtre de la salle d'audience où une foule était rassemblée pour assister au mariage. Polydecte, vêtu de blanc et d'or, affichait un grand sourire, tandis que deux gardes costauds traînaient Danaé vers le trône. La mère de Persée se débattait furieusement, mais nul ne venait à son secours, hormis Dictys, le frère du roi, qui l'avait sauvé de la noyade des années plus tôt. Le vieux pêcheur tenta d'écarter un des gardes, mais celui-ci lui porta un coup qui le fit tomber à la renverse. « Stop !» rugit Persée. Andromède et lui atterrirent au milieu de la salle. Des cris de surprise fusèrent et la foule recula. Polydecte blêmit. Persée avait survécu et il était de retour. Ce sale gosse n'aurait pas pu attendre 5 minutes de plus. Le roi n'aimait pas beaucoup l'aspect de sa nouvelle épée, ni le sac en cuir qui pendait de sa ceinture. Toutefois, il se força à lui faire bonne figure. « Regardez qui voilà !» s'exclama-t-il. « L'ingrat qui fait des promesses en l'air. Qu'est-ce qui t'amène, mon garçon? Tu es venu t'excuser de ton échec ?»« Je n'ai pas échoué, » répliqua Persée d'un ton calme. « J'ai trouvé Méduse et sa tête est là-dedans, » ajouta-t-il en montrant le sac. « Mais qu'est-ce qui se passe ici au juste ?»« C'est très simple, ta mère a fini par accepter de m'épouser. »« C'est faux !» hurla Danaé. Un garde plaqua une main sur sa bouche pour la faire taire, et une partie des invités, les mêmes qui s'étaient moqués de Persée quand il avait fui le palais, éclatèrent d'un rire nerveux. « Je ferme les yeux, chérie ?» souffla Andromède à son époux. « Je vois là un roi qui mériterait une bonne leçon. »« Je te suis à 100%, lui répondit Persée. « Polydecte, tu n'épouseras jamais ma mère. Tu n'es pas digne d'elle, ni de régner sur cette île. Si tu renonces au trône, je te laisserai la vie sauve. Sinon... » Ridicule, rugit le roi. Garde! Aussitôt, une dizaine de soldats formèrent un cercle autour de Persée et d'Andromède et pointèrent leurs lances vers eux. Si vous faites ça, les avertit le jeune homme, je vous change en pierre. Ouais, c'est ça, ricana Polydecte. Allez, tuez-le. Encore un qui aurait mieux fait de se taire. Persée se tourna vers les invités. Si vous êtes avec moi, leur dit-il, fermez les yeux, tout de suite. Seuls Andromède, Danaé et Dictys obtempérèrent. Persée sortit la tête du sac. Un craquement se propagea à travers la salle, puis le silence retomba. Ayant rangé la tête, le jeune homme rouvrit les yeux. À part ses proches, toutes les personnes présentes avaient été changées en pierre. Les jours suivants, on allait assister à un effondrement du cours des statues de marbre sur l'île. Assis sur son trône, Polydecte semblait figé dans un cri. Les gardes évoquaient les pièces d'un jeu d'échecs à taille humaine. Quant à la bande de snobs qui s'était moquée de Persée, ils n'étaient pas prêts de rire à nouveau. « Bien joué, mon amour !» exulta Andromède en se jetant au cou de son mari. Après s'être assuré que sa mère allait bien, le jeune homme aida Dictys à se relever. « Merci, mon vieil ami, lui dit-il. Tu es un homme bon et tu t'es toujours montré gentil avec nous. Maintenant que ton frère est mort, je souhaite que tu règnes sur Séryphos. »« Quelqu'un a des objections ?» demanda-t-il en se tournant vers les invités. Ceux-ci, pétrifiés, ne répondirent pas. Merci, bourdouilla Dictys sonné. Mais et toi, ce serait à toi de monter sur le trône, non ? Persée sourit. Séryphos n'est pas ma patrie. Je suis née à Argos. C'est là-bas que je dois régner. Danaé, qui n'avait aucune envie de revoir sa ville natale, et comment pourrait-on lui en vouloir, préféra rester à Séryphos. En bon fils, Persée promit de lui envoyer des SMS et de l'appeler avec Skype aussi souvent que possible.
Puis Andromède et lui s'envolèrent pour la Grèce continentale. J'ignore comment, mais le grand-père du jeune homme, vous vous rappelez, le vieil Acrisios, eh bien, ce grand-père fut averti de ses plans par une prophétie ou par un mauvais rêve. Toujours est-il qu'il avait déjà fui la ville à son arrivée. Ces sujets ne s'opposèrent pas à ce que Persée et Andromède deviennent rois et reines d'Argos. Ils vécurent longtemps heureux et eurent des tas d'enfants. Persée rendit ses gadgets magiques à Hermès et offrit la tête de Méduse à Athéna, qui l'apprécia tellement qu'elle la fixa à son bouclier, l'égide, afin de terrifier ses ennemis sur le champ de bataille. À ce stade, vous devez vous demander « Et qu'en est-il de la prophétie à l'origine de toute l'histoire ? Persée n'était-il pas censé tuer son grand-père ?» Je vous rassure, il a fini par le faire, mais beaucoup plus tard, et par accident. En fait, ça faisait des années que Persée régnait sur Argos quand il prit part à des jeux athlétiques dans un royaume voisin. Une poignée de nobles s'affrontaient pour prouver leur bravoure et remporter des lots. Persée s'inscrivit à l'épreuve de lancer du disque. Par hasard, Acrisios se trouvait dans le public. Il s'était réfugié dans le royaume en question, où il se faisait passer pour un mendiant, et avait pris place au premier rang car les jeux lui rappelaient le bon vieux temps où il était roi et ne craignait pas continuellement pour sa vie. Le tour de Persée arriva. Pour ceux qui n'auraient jamais vu de disque, imaginez-vous un frisbee en métal de 2 kilos. Le jeu consiste à le lancer le plus loin possible pour montrer sa force. Acrisios n'avait pas vu son petit-fils depuis sa naissance. Il ignorait qui était l'athlète en piste jusqu'à ce que le speaker annonce « Et maintenant, je vous demande d'applaudir Persée d'Argos !» Le vieux ouvrit des yeux comme des soucoupes et murmura « Zut !» Avant qu'il ait pu réagir, Persée lança le disque. Une soudaine bourrasque dévia celui-ci vers Acrisios, qui fut tué sur le coup. « Oh !» s'exclama la foule. Persée était atterré, bien sûr. Puis un médecin légiste antique identifia le mort comme étant Acrisios et conclut un accident. Persée décida alors qu'il n'avait fait qu'accomplir la volonté des dieux. Il rentra à Argos et conçut de nouveaux enfants avec Andromède. Ils en eurent tant que plus tard, la moitié des Grecs prétendirent descendre de Persée. Un de leurs fils, Persès, passe pour avoir fondé la lignée des rois de Perse. Une de leurs filles se prénommait Gorgophone. Ça ne vous rappelle rien ? À moins que son nom n'ait fait référence à un appareil de communication antique. « Seigneur Persée, vous avez un appel urgent, Gorgophone !» Mais son descendant le plus célèbre reste un certain Hercule, dont nous reparlerons plus tard. Pour le moment, nous allons nous retirer et laisser Persée savourer son bonheur auprès de sa femme et de leur armée de demi-dieux miniatures. Ensuite, je vous prouverai que Cassiopée, la mère d'Andromède, n'est pas la pire belle-mère de l'histoire antique. Cet honneur revient à la déesse de l'amour, Aphrodite, qui mit un point d'honneur à pourrir l'existence d'une pauvre fille appelée Psyché. Si vous vous sentez le courage de combattre des dragons, de résister à la torture, de descendre aux enfers et d'affronter un troupeau de moutons tueurs, alors je vous invite à tourner la page et à lire la suite. Mais je vous préviens, ce n'est pas joli. Alors, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 6 des aventures de Percy Jackson et les héros grecs. À partir de demain, on passera à un autre héros. On en a fini avec Persée. Et du coup, la question que je vous pose aujourd'hui, eh bien, j'aimerais bien que vous travailliez un petit peu sur Atlas, qui est cité au début de l'extrait que je vous ai lu aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans un autre livre de Percy Jackson, donc si vous avez déjà écouté l'autre livre, ça devrait être plus facile pour vous. Mais je voudrais que vous me disiez exactement le Titan Atlas, eh bien, qui il est, voilà, qui sont ses parents, ses frères et sœurs, et pourquoi il se retrouve à porter le ciel sur ses épaules. Et est-ce qu'il va continuer à le porter tout le temps ? Est-ce que parfois d'autres personnes vont le porter à sa place ? Voilà, si vous pouviez m'en dire un peu plus sur Atlas, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions que je viens de vous poser, mais voilà, si vous avez des éléments sur sa vie, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, est-ce qu'il a eu des enfants ? Pourquoi est-ce qu'il tient le ciel ? Pourquoi est-ce qu'il est puni ? Voilà, d'où vient cette punition ? Et est-ce qu'il le porte tout le temps ? Ou est-ce que parfois, il y a d'autres personnes qui le portent à sa place ? Je vous laisse réfléchir. Vous m'envoyez vos réponses via la messagerie Arsène de l'NT. Et je vous dis à demain pour un prochain épisode qui parlera de Psyché.